comment vous passez inaperçu. Comme vous le disiez, quand vous allez à la foire de Paris, en général, les démonstrateurs vous voient et considèrent que vous êtes peut-être un agent du fisc, donc ils s'arrêtent de démontrer. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur les enquêtes de terrain et puis sur ces deux équipes, ceux qui montrent et ceux qui regardent? Oui, alors tout à fait. Alors juste pour revenir sur le dernier point, c'est vrai que comment vous faites une enquête sur les démonstrateurs à la foire de Paris, c'est vrai que la première chose qu'ils remarquent, c'est quand il y a des anomalies. Moi, j'étais véritablement une anomalie dans le type de public. Et du coup, ça les inquiète. Donc, effectivement, un des premiers soucis, c'est qui est cette personne dans le public, puisque, encore une fois, les démonstrateurs, on pourrait considérer, vous voyez, c'est des gens très habiles qui savent. On les a appelés de façon péjorative pendant longtemps des bonimenteurs. C'est des personnes capables de raconter des histoires, des boniments, de mentir, de vendre leurs camelotes. Et les camelots aussi. Les camelots, c'est pour ça. Exactement, de vendre leurs marchandises à un prix élevé alors qu'ils ont effectivement... ils font des marges assez considérables. Mais ce sont des personnes qui sont comme beaucoup, les grands démonstrateurs, d'abord des maîtres de l'interaction. Ils sont capables de gérer l'interaction avec les personnes avec lesquelles qui font partie de leur public, entre guillemets. Ils sont capables de leur raconter des histoires, de s'adresser à eux, même s'ils ont un public, de créer une relation véritable, des échanges. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette véritable maîtrise de l'interaction. Souvent, les démonstrateurs de foire, c'est intergénérationnel. Ils apprennent ça vraiment au biberon, quasiment. Mais ce sont aussi des maîtres de l'observation. Si on veut, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui, on pourrait penser qu'ils ont un talent pour démontrer comment fonctionne un épluche légumes et que tout leur art se concentre sur ça. Mais en fait, pas du tout. Disons que une grande partie de leur art consiste à observer, à être entre guillemets psychologue, à voir qui sont les personnes, y voir dans une foule qui est la personne qui va acheter, qui va être la personne qui va déclencher l'achat, et les autres vont suivre. Et cet art de l'observation est vraiment essentiel. Donc évidemment, c'est pas étonnant, vous arrivez, vous faites des observations sociologiques, vous êtes déjà une anomalie, ils vous repèrent tout de suite. C'est des grands observateurs. Et donc, après, alors ils viennent vous voir très vite, très gentiment, ils viennent vous expliquer, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, on les rassure, on dit, moi, je ne suis pas un inspecteur du fisc, tout va bien. Déjà, l'ambiance devient beaucoup plus détendue. Et vous pouvez, comme ça, après, mener l'enquête. Sur les démontrer, une autre chose qui arrête... Alors, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que dans les démonstrations high-tech, vous avez tout un art de la démonstration qui se développe, parce que vous avez des coachs en communication, des spécialistes du pitch, les gens sont entraînés, il y a des livres sur le pitch dans le domaine high-tech. Et ces types de savoir-faire sont étanches relativement par rapport au savoir-faire que se transmettent de génération en génération les démonstrateurs de foire, qui eux-mêmes ont énormément de savoir-faire. Par exemple, d'autres choses qui arrêtent les démonstrateurs de foire, après on parlera plus des démos high-tech, mais là on termine un petit peu peut-être sur ce volet, mais ils savent identifier des publics. Par exemple, vous avez ce qu'ils appellent les barbus. Alors ça, des barbus, qu'est-ce que c'est qu'un barbu pour un démonstrateur de foire? C'est pas des gens qui portent la barbe, mais ce sont des profils de gens qui sont sceptiques. Pour eux, c'est plutôt, par exemple, des professeurs qui s'en laissent pas compter. On ne peut pas leur raconter d'histoire. Et alors ils viennent là, et alors ça c'est l'horreur absolue pour les démonstrateurs de foire, puisque ils viennent là, ils disent, mais là vous m'avez montré ça, mais comment ça fonctionne? Mais moi j'ai pas vu, je vois pas pourquoi ils posent des tas de questions. Et alors là, c'est tellement terrible pour eux que généralement, ils savent,
dès qu'ils ils identifient un barbu dans l'assistance, ils disent c'est pas la peine, j'arrête ma démonstration, il va foutre le bazar, personne ne va être intéressé, je ne ferai aucune vente, je m'arrête. Vous avez les Renault. Qu'est-ce que c'est qu'un Renault pour un démonstrateur de foire? C'est quelqu'un qui vient se plaindre d'un achat en fin de démonstration, qui dit mais vous m'avez vendu, c'était plus légumes, mais ça ne marche pas du tout. Alors là, pareil, ils ont des techniques pour les gérer. Ils vont leur dire, par exemple, ah ben monsieur, pourquoi vous venez m'embêter? Mais vous ne savez pas vous servir des appareils. Donc il y a toute une série de techniques, et généralement ils peuvent dire ça en privé, ou alors au contraire, élever le ton et humilier la personne en public. Donc il y a un véritable art de l'humiliation publique et un moyen de gérer pour les démonstrateurs de foire, les Renault. Donc vous avez tout, l'identification des publics est très importante et fait partie de cet art de la démonstration. Et cette identification des publics, est-ce que vous le retrouvez du coup chez les démonstrateurs qui travaillent dans la high-tech, notamment dans la démo? Est-ce qu'on retrouve un peu ces logiques de groupe? Alors, une part importante de votre travail concerne la démo. Je pense que vous, comme on l'a dit au début, vous avez mené un travail d'enquête très impressionnant de près de 20 ans aux États-Unis, surtout justement dans la Silicon Valley. Est-ce que vous pouvez nous parler des spécificités de la démo et nous présenter, je pense, le démonstrateur le plus connu du XXe siècle, qui est Steve Jobs? Alors tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les bons démonstrateurs high-tech, qu'est-ce que c'est qu'un bon démonstrateur? C'est quelqu'un qui a un vaste capital relationnel, qui est non seulement un très bon technicien, qui est capable de répondre à toutes les questions, de montrer qu'il a l'habitude de la démo, qui est aussi capable de connaître les publics, qui se dit, voilà, cette démo-là, c'est par rapport à tel public, du coup, je vais insister sur tel et tel point, et puis je ne vais pas mentionner tel et tel autre point. Donc c'est cette capacité à connaître les publics. Donc c'est pour ça que je mentionne le fait d'avoir un grand capital relationnel, une grande expérience. Ça fait partie de cette capacité. Il faut dire que c'est vrai qu'une des questions, c'était qui sont les démonstrateurs? Vous avez tous les types de démonstrateurs. Vous avez, ça traverse les classes sociales. Vous avez, par exemple, des démonstrateurs de grands magasins aux États-Unis qui sont des personnes qui sont employées à très bas salaire, qui vont travailler le week-end, qui vont faire des démonstrations de cuisine dans les supermarchés ou d'autres appareils. Vous avez, donc ça ce sont plutôt ce qu'on pourrait appeler les soutiers de la démonstration, des fois des personnes aussi immigrées, qui ont peu de ressources, mais qui ont quand même un talent oratoire, un sens du relationnel, et pouvoir lier des relations avec le public des grands magasins. Et puis, des magasins de disons, nourriture, par exemple, typiquement, ou des grandes surfaces. Et puis, vous avez les stagiaires, par exemple, qui vont faire des salons, qui vont faire des démonstrations de chocolat, des dégustations aussi, ou de fonctionnement d'appareils. Vous avez également, si vous montez plus loin, vous avez les cadres technico-commerciaux. Là, vous avez des emplois stables, avec des personnes qui sont capables de faire, par exemple, des démonstrations d'appareils de radiographie dentaire, et qui ont des emplois stables, qui vont revenir auprès du marketing pour donner des conseils sur la fabrication des produits. Et puis, pour continuer dans cette description, vous avez les rockstars, tels Steve Jobs, qui ont des grandes capacités charismatiques, qui, comme Steve Jobs, qui était le patron d'Apple, un des fondateurs d'Apple, le grand fondateur d'Apple, le plus célèbre, PDG d'Apple, dans toute l'histoire d'Apple, et qui, lui, on le classifie comme parmi les technologies évangélistes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un technologie évangéliste?
c'est aux États-Unis, par référence à l'évangélisme chrétien, c'est-à-dire une capacité comme un prédicateur à maîtriser l'art oratoire, et plus que ça, c'est-à-dire la capacité à montrer comment fonctionnent des appareils, donc comment fonctionnent des objets, pas rester simplement dans le discours, mais qui le font pas simplement, disons, pour vendre un produit, mais qui témoignent et qui expriment une volonté véritablement messianique d'apporter du bien à l'humanité. C'est-à-dire par ces produits, et c'est comme ça qu'on fait la différence entre d'autres types de démonstrateurs. Il y a vraiment une spécificité cette capacité à délivrer des messages pour le bien de l'humanité, de vouloir le bien de l'humanité, de parler avec ses tripes, contrairement à ce que font des bons vendeurs, mais qui ne seraient pas convaincus autant de ce qu'ils apportent, de leur identité pour apporter des bienfaits. Et donc du coup, sur le modèle de Steve Jobs, ça a inspiré beaucoup de monde, vous avez beaucoup d'organisations high-tech, dans le domaine de la high-tech, où vous avez des chief évangélistes, chief demonstration evangelists, des chief demonstrators, qui sont des personnes, il y a un véritable statut professionnel, qui ont une capacité à vendre des produits. Ils arrivent sur un projet, et si l'équipe projet du produit n'est pas jugée compétente, ils vont pouvoir faire 100 démonstrations par an pour le grand public. Ils ont une capacité, un véritable savoir-faire pour faire ces démonstrations de nouvelles technologies. Et ils passent de projet en projet, ils sont capables d'arriver très très vite sur la compréhension du projet. Ils vont jouer ce rôle pour l'organisation. Donc vous avez, parmi les exemples, vous avez Guy Kawasaki, par exemple, qui a été très longtemps formé chez Apple, a exercé ses talents, mais vous en avez bien d'autres. Jim Krug pour Cisco, par exemple, qui a été un grand technologie évangéliste, puis après qui montent leurs propres entreprises, leurs propres firmes pour vendre leurs services à plein de sociétés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on comprend en lisant votre livre, que les démos et les démonstrations technologiques influent en réalité maintenant sur quasiment tous les autres types de démonstrations publiques, avec des concepts qui sont centraux, en particulier celui du solutionnisme, donc de partir d'un problème et d'arriver à une solution à la fin. Je pense que ce serait intéressant d'avoir deux mots là-dessus. Également le concept de démo or die, c'est-à-dire de passer uniquement par la démo pour présenter une idée, un projet, à tel point qu'en fait ce type de présentation, elles sont devenues quasiment obligatoires dans le milieu de la recherche, mais aussi dans le milieu artistique. Est-ce que vous pouvez nous dire deux points sur tous ces concepts tels que le pitch, mais aussi l'utilisation par exemple de PowerPoint au quotidien, parce que dans notre travail, je pense quasiment tout le monde est confronté à l'utilisation d'un outil que vous appelez technico-rhétorique. C'est ça. Tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est quand on voit effectivement l'évolution technique rapide, c'est de voir des phénomènes d'hybridation. C'est-à-dire de voir comment, par exemple, on le voit moins chez les sociologues, mais pour des personnes qui utilisent beaucoup d'informatique, des chercheurs, ils sont poussés à effectuer des démos de ce qu'ils font. Et donc du coup, ils utilisent leur savoir-faire, par exemple comment faire une démonstration à l'écrit, une publication, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se posent des questions, c'est-à-dire comment je vais faire une démo de ce que je fais, parce que c'est une figure obligée. Et là, on voit des tas de choses, c'est-à-dire on voit autant des personnes comme Steve Jobs, lui, se sont entourés de professionnels de tous les corps de métier du spectacle, et appris pendant 25 ans auprès de metteurs en scène, d'éclairagistes et plein de personnes comment faire des grandes démos médiatisées. Autant quand vous trouvez des tas de personnes qui travaillent dans des laboratoires qui sont moins exposés à la nécessité de faire des grandes démonstrations publiques, eh bien, ils se débrouillent.
ils font des montages, ils se disent « Ah ben voilà comment on fait des clips vidéo », ils peuvent s'en inspirer. Les sources d'inspiration peuvent être très très diverses. Et du coup, au cours de ces démos, il faut partir du problème pour arriver à une solution, et idéalement, il faut aussi incorporer une success story. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est d'ailleurs un des points communs, vous pouvez vous dire, mais vous avez cette diversité de formes de démonstration publique. Qu'est-ce qui unit toutes ces pratiques, en fait? Parce que ça a l'air très très variable. Là, effectivement, le solutionnisme, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle le solutionnisme? L'effet de dire, il y a un problème, et moi ce que je fais apporte une solution à ça. Cette figure-là est quelque chose qui traverse un très très grand nombre de formes de démonstration. Vous le voyez sur, par exemple, quand on étudie la façon dont les start-upers présentent leurs recherches, que ce soit dans différents pays, y compris en Israël. Une des choses très importantes, c'est vous avez quelque chose, vous n'avez pas forcément un problème au début, mais par contre, dans les formes courantes et canoniques de la présentation d'un projet, une des choses, c'est de dire que cette technologie va répondre à un problème. Donc, que le problème ait existé avant ou qu'il n'ait pas existé avant, une des choses que conseillent les coachs en communication en Israël et dans d'autres pays, c'est de dire, bon ben voilà, vous allez montrer que par exemple, telle technologie va résoudre le problème de la faim dans le monde. Par exemple, vous prenez l'exemple des viandes à partir de cellules, ça va être, ces technologies vont devenir la solution à un problème. Quand vous regardez comment sont organisées les manifestations de rue, les organisateurs de manifestations vont mettre en avant un problème public. C'est-à-dire qu'avant même le déploiement du cortège, vous avez également, quand les organisateurs vont s'adresser aux journalistes, vont dire voilà, il y a un problème public, par exemple dans le cas de Sciences en Marche, il y a un problème du financement de la recherche publique, et du coup, voilà nos solutions. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est comment, vous voyez, des personnes très différentes, des groupes très différents, vont déployer un schéma solutionniste, c'est-à-dire, voilà notre problème, voilà notre solution. Et du coup, c'est très intéressant, parce que ça permet de voir aussi comment des sociétés sont structurées par ce type de vision. Est-ce que la vision d'une société, ça va être comme dans les années 70, une vision structurelle, il y a des grands problèmes, il y a des grandes structures, les individus sont des petites personnes qui circulent au travers de ces structures? Ou est-ce que le monde, la vision du monde qu'on a, c'est un monde structuré par des problèmes et des solutions? Eh bien, on n'est pas du tout dans le même type de société. Et là, justement, une des choses très intéressantes dans les sociétés de démonstration, c'est qu'elles donnent une vision du monde à tous les individus, et même dans des organisations, une vision du monde structurée par des problèmes et des solutions, des successions. Vous avez comme une espèce de dimension événementielle. Vous regardez la télé, vous avez des émissions sur la high-tech, alors c'est des séries de solutions à des problèmes. Et du coup, la vision du monde devient structurée par ces schémas. Et c'est très intéressant. Et est-ce que vos études menées depuis 2 ans et demi en Israël vous font dire que la société israélienne est particulièrement solutionniste? Vous qui étudiez de près, comme vous aimez le dire, par le bas, la Startup Nation, qu'est-ce que vous pouvez dire des particularités justement d'Israël sur la question de la société de démonstration? Alors, tout à fait. Il y a vraiment justement en Israël, une des choses qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, d'abord, comme vous le savez, 10% de l'activité économique à peu près passe par la high-tech en Israël. Donc, effectivement, vous avez un volume d'abord d'activité qui est très très important. Et donc, du coup, par voie de conséquence, vous avez un très grand nombre de démos qui sont produites.
Parce que les démos, c'est quand même quelque chose de visuel. C'est pas juste raconter quelque chose, raconter des histoires. C'est montrer comment fonctionnent des choses. Et donc, et c'est montrer comment, visuellement, vous avez des solutions à des problèmes. Des problèmes en tout genre, des problèmes de société. La cybersécurité comme problème par rapport tous les types de hacking, etc. Et donc, compte tenu de ce volume, c'est vrai que la société israélienne, qui est très fragmentée, bien sûr, on n'est pas dans des sociétés, je dirais, dans lesquelles vous avez des individus relativement homogènes, un modèle républicain, vous avez plein de modèles, vous avez beaucoup d'immigration, c'est une société très très diverse, bien sûr. Mais du fait du volume de démonstration, si vous pensez les choses, vous pensez à la façon dont les médias présentent les choses, dont les événements sont vécus, c'est une société fortement solutionniste. Alors, du point de vue des démonstrations, on a dit, il y a aussi les manifestations. En France, à Paris, vous avez en moyenne 3 manifestations par jour à Paris. Vous avez moins de manifestations. Donc ça veut dire que le type vous avez 1000 en moyenne, d'après les dernières estimations, à peu près 1000 manifestations par an à Paris. Donc ce ne sont pas des formes de démonstration que vous trouvez de façon aussi fréquente. Donc, vous voyez que dans ce panel de formes de démonstration, vous avez des variations d'un pays à l'autre, et donc ce qui permet aussi de faire des distinctions entre ce qui se passe par exemple en France, ce qui se passe en Israël. On peut faire des comparaisons, parce que vous avez des formes de démonstration qui sont beaucoup plus prégnantes, beaucoup plus présentes et beaucoup plus utilisées. Ça me permet de faire la jonction avec une autre question, une autre partie du livre qui concerne les campagnes et les arsenaux démonstratifs. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est justement les campagnes, les démonstrations et tous les arsenaux qui sont mis en place, les arsenaux démonstratifs et les contre-arsenaux aussi? Alors, tout à fait. Vous voyez, quand vous regardez une démonstration, pourquoi, à votre avis, les démonstrations sont perçues comme des objets anecdotiques? Une des raisons, c'est qu'on les considère comme des choses isolées. Vous avez la démonstration de foi, on fait une chose, puis vous passez à autre chose. Vous avez une manifestation, puis après, dans le flot de l'actualité, il se passe d'autres choses. Ce sont des choses isolées. Ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup d'individus et d'organisations, y compris des États, pratiquent des campagnes démonstratives. C'est-à-dire qu'ils utilisent plein de formes de démonstration. Je parlais de Greenpeace. Greenpeace va multiplier les actions démonstratives, va faire des campagnes démonstratives, utiliser plein de types de ressources démonstratives, des conférences de presse, des occupations de sites. Il va y avoir des tas de formes de démonstration qui sont pleines et qui sont coordonnées. Vous parlez d'EDF dans votre livre. Est-ce que vous pouvez faire un point sur les campagnes qu'EDF a menées pendant plus de 20 ans en faveur du nucléaire, évidemment? Tout à fait. Par exemple, dans les arsenaux... Alors, justement, quand il y a plein de ressources, j'ai parlé de la notion d'arsenal, justement, parce que pour qualifier ces différentes formes de démonstration qui peuvent être employées pour mener le monde. EDF, ce qui est très intéressant, c'est que à partir des années 70, a utilisé des formes de démonstration très particulières par rapport à l'opposition au développement du nucléaire. Une des choses, ça a été d'organiser de plus en plus de visites de sites nucléaires. On est arrivé dans les années 80 à un point culminant à 300 000 visites de sites nucléaires par an. Des centrales nucléaires, notamment Saint-Laurent-des-Eaux, etc. Y compris des scolaires. C'est-à-dire que vous avez des moyens considérables qui étaient déployés pour démontrer, du point de vue d'EDF, la non-dangerosité de l'énergie nucléaire. Donc, vous aviez des cars entiers qui venaient amener des scolaires, des matériaux pour après être utilisés
disons, en classe, des supports pour avoir des activités éducatives, etc. Ça faisait suite, quand même, du point de vue du service de communication d'EDF, à des mouvements de protestation contre le nucléaire qui étaient très très importants et très très violents, avec des manifestations très très fortes. Donc ça a été la ressource, vous voyez, vous aviez des démonstrations sur les non-dangers, des émissions de télé, etc. Mais tout un arsenal démonstratif qui était déployé pour démontrer l'absence de danger. Les visites, c'était très intéressant, parce que quand vous présentiez une centrale nucléaire à la télé, ça pouvait avoir quelque chose d'effrayant. Quand vous aviez des personnes qui visitaient, des étudiants, des journalistes, des élus, des riverains, des scolaires, et qu'ils faisaient une visite, ils voyaient quoi? Ils voyaient de la tuyauterie, et puis des guides débonnaires qui étaient employés, qui leur disaient, bah, vous voyez, regardez, vous pouvez toucher, etc. Ça a été un élément de conviction tellement fort que les études menées par le service d'EDF, juste avant les attentats du 11 septembre 2001, ont montré qu'il n'y avait plus d'opposition à l'énergie nucléaire. C'est-à-dire qu'au fil des années, il y a eu un véritable effet de ces campagnes démonstratives, au point que ils ont dit, bon, bah, il n'y a plus besoin tellement de faire quoi que ce soit par rapport au... Il n'y a plus de manif. Et pendant 20 ans, alors ils ont lâché le morceau, et ça c'est une hypothèse, le fait d'avoir lâché le morceau, de ne plus avoir fait ce travail, ces campagnes démonstratives, a vu, avec une génération ensuite, la résurgence des manifestations et des protestations contre le nucléaire. Et du coup, est-ce que vous pouvez établir un lien, ou est-ce que vous pouvez dire en quoi une mauvaise démonstration, enfin, quoi consiste une mauvaise démonstration et une bonne démonstration? Par exemple, EDF, c'est effectivement un arsenal très long, c'est 20 ans avec un budget qui est colossal, c'est des moyens économiques très importants. Qu'est-ce qui, selon vous, et notamment à travers le livre, comment vous pouvez établir ce qui fait une mauvaise et une bonne démonstration? Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde des démonstrations individuelles, plus on creuse la question, et c'est souvent ce qui arrive, quand on creuse les questions, plus ça devient difficile de faire la différence. Ou plutôt, ça décale, on décale le type de critères. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand on creuse la question, c'est justement, ce qui importe, c'est pas juste la démonstration au moment donné, la démonstration d'éplucher légumes, c'est tout ce qui suit après. Généralement, les démonstrations, ce n'est pas des démonstrations isolées. Quand elles font partie de campagnes, il y a des choses avant, des opérations de communication, des tas d'actions, d'autres démonstrations qui viennent avant, et puis d'autres choses qui viennent après. Et notamment la question de l'interprétation. Est-ce que, si par exemple vous avez une manifestation, vous avez des batailles qui s'en suivent. Est-ce que la manifestation a été réussie ou pas? Vous avez des batailles de chiffres. Il y a eu 2 millions de manifestants. Non, il y a eu 100 000 manifestants. Vous allez avoir des journalistes qui vont se concentrer sur les réactions des riverains, qui disent « Oh, ces manifestations, elles ont été épouvantables, ça pourrit la vie des riverains, et elles vont faire du micro-trottoir. » D'autres vont dire « Ah, il y a un mouvement social, c'est un vrai succès, la rue a été au rendez-vous, etc. » Donc en fait, ce qui fait le succès aussi, ou l'échec d'une démonstration, au-delà même de ces caractéristiques, c'est tout ce qui suit cette démonstration, toute l'articulation, toutes les actions qui ont lieu après, toutes les interprétations qui sont produites. Et tout ça, ça fait partie aussi du succès ou de l'échec d'une démonstration. Et vous avez par exemple des cas de démonstrations qui sont très très réussies. Par exemple, quand Steve Jobs avait fait ces magnifiques démonstrations de l'ordinateur qu'il intitulait Next, qui avait été un succès de la démonstration, aussi la presse avait été unanime, qui a débouché sur 50 000 ventes d'ordinateurs Next. Donc a été un flop total après. Donc en fait, pour mesurer le succès ou l'échec d'une démonstration, il faut souvent
ne pas rester sur le moment, mais regarder toute la chaîne d'action et se donner des échelles temporelles qui peuvent être beaucoup plus importantes, voire toutes les actions démonstratives ou toutes les actions qui ont été menées, en plus, avant, après, et surtout après, pour voir ce qui fait, pour avoir des critères pour parler de succès ou d'échec d'une démonstration. Quand on lit votre livre, on est aussi surpris quand même par évidemment l'importance de la mise en scène dans les démonstrations réussies. Et un autre élément important dans les démonstrations réussies, c'est la place accordée à l'humour. De mémoire, je crois que dans tous les exemples, il y a un recours systématique à l'humour, excepté peut-être la présentation de Colin Powell au Conseil de sécurité de l'ONU, même si elle a suscité de nombreuses parodies à la suite de son existence. Est-ce que vous pouvez parler un peu justement de ces utilisations, de ce que vous appelez émotionnels, les affects, etc., les dimensions effectivement émotionnelles. Alors, c'est vrai que, vous savez, si vous regardez la rhétorique ancienne, et depuis les traités d'Aristote, il y a tout un ensemble de choses qu'on apprend déjà par la rhétorique, qui sont qu'il faut certes agir sur le logos, la raison des publics, les convaincre par la raison, mais aussi par le pathos, c'est-à-dire jouer sur les affects. Ça, c'est une grande dimension de la rhétorique. Pour les convaincre, la raison ne suffit pas. Il ne suffit pas de leur expliquer comment fonctionnent les choses, mais aussi sur l'éthos. C'est-à-dire que l'éthos, c'est, pour Aristote, c'est pas juste l'éthique que le démonstrateur montre son caractère éthique, c'est aussi montrer une certaine bienveillance à l'égard du public. C'est pas juste des capacités morales. Mais sur la partie pathos, c'est-à-dire sur les affects, c'est une dimension très importante. Et dans la publicité, vous savez, quand les recettes du marketing, en fait, il y a beaucoup de choses, il y a plein d'emprunts, c'est comme des recettes de cuisine, ça vient de partout, mais c'est clair que toute l'histoire de la rhétorique fait partie de ces ingrédients. Et donc, quand vous regardez toute la théorie, les praticiens, les grands démonstrateurs, comme Steve Jobs, les coachs en communication, qui regardent à peu près, il y a des références communes, etc. Tout le monde insiste pour dire que si vous voulez faire un bon pitch, une bonne démo de votre logiciel, il faut jouer sur les affects. L'humour, c'est une chose, c'est créer une complicité par l'humour. Ça peut être aussi faire rêver des choses, encore une fois, pour désamorcer, pour convaincre le public qu'il y a quelque chose, une innovation qui va vraiment devenir très très importante. C'est aussi, à l'inverse, par exemple dans les manifestations pour les causes, c'est montrer, par exemple dans les démonstrations anti-corrida, la souffrance des animaux. Donc c'est jouer, et pas trop non plus, parce que si c'est sanguinolent, et ça c'est les grands organisateurs de manifestations, et talentueux, savent ne pas aller au-delà d'une certaine limite. C'est montrer la souffrance animale, ou alors montrer la fin dans le monde. Il y a des personnes, vous pouvez mettre des chiffres. Les chiffres, en général, ça ne suffit pas pour parler de la fin dans le monde. Donc, en général, ce qui est employé, c'est aussi des images. Il ne faut pas qu'elles soient non plus trop violentes, qu'elles suscitent le dégoût. Donc, il y a tout un art de la démonstration. Savoir jouer sur les affects, sans dégoûter, sans... vous avez aussi, depuis, vous savez, les mouvements queer ont beaucoup changé la façon dont se déroulent les manifestations, parce que les mouvements queer jouaient beaucoup sur les costumes, sur l'humour, et c'est des choses qui ont, vous voyez, des genres qui sont devenus de plus en plus importants dans les manifestations, pour susciter l'adhésion des journalistes à une cause. Bien, les organisateurs savent donner un caractère des fois quasi festif à certaines manifestations, à jouer sur cette dimension-là, ne pas dramatiser outre mesure, mais jouer sur d'autres sentiments.
Et c'est ce qui me permet de parler du dernier chapitre de votre livre, qui est vraiment consacré aux démonstrations réalisées dans le domaine du divertissement. Vous établissez tout un lien justement de démonstrations très diverses entre le tuto YouTube beauté, aussi le tuto de jeux vidéo entre geeks, mais aussi le divertissement artistique. Vous expliquez, vous faites un peu l'historique aussi de la place des démonstrations dans la façon de permettre en fait à la population de souscrire aux nouvelles théories scientifiques. Est-ce que vous pouvez faire un point là-dessus, sur la place des démonstrations, notamment dans les innovations scientifiques et technologiques ? Tout à fait. Alors, ce qui est très important, c'est de voir que, effectivement, il y a toute l'industrie du divertissement s'est emparée des démonstrations. On le voit dans le cas, par exemple, au milieu du 19e siècle, déjà, une des grandes personnes qui a contribué au développement de l'industrie du divertissement, qui était Barnum, Phileas Barnum, a vraiment su, disons, transformer des choses qui pouvaient être austères en source de divertissement, en spectacle payant. Par exemple, vous parlez du cas des squelettes de sirènes à venir étudier à New York. C'est ça, des cadavres momifiés de sirènes. C'est-à-dire que Barnum était quelqu'un de très très habile. Il avait fait venir, il avait créé un musée à New York, ce qu'il appelait l'American Museum. Il avait non seulement fait des cirques, vous connaissez les cirques Barnum, mais il avait développé, il avait fait ce musée, dans lequel il faisait venir toute une série de bizarreries. Donc, par exemple, il avait loué à un moment des cadavres momifiés de sirènes en disant mais attention, ce que vous allez voir, moi je prétends pas que c'est un cadavre momifié de sirène. Venez voir et jugez par vous-même. Alors vous avez les experts qui disent tout ça c'est une fraude, qu'est-ce que c'est que cette chose. Et là il était très habile. Il était capable de dire, mais il regardait les experts, il trouvait des micro-contradictions, il montrait comment les experts se contredisaient les uns les autres, en disant, vous voyez, hein, les experts, ils ne sont pas d'accord, hein, il y a des controverses. Et puis, par contre, venez dans le musée, vous êtes, le grand public, vous êtes à même de juger par vous-même. Venez voir par vous-même. Moi, je ne prétends pas ce que c'est. Il générait la polémique, il créait le buzz, et en fait, en faisant venir ces artefacts, ces objets, et puis surtout il permettait c'était des choses qui n'étaient pas très, vous savez, pour les classes sociales, certaines classes sociales, c'était très difficile de dire, moi je vais aller voir ces espèces d'objets, c'était dévalorisé socialement. Pas en jouant sur ce type de registre, vous voyez comment il était capable de faire venir tout un ensemble de classes sociales dans son musée, de créer une véritable... ça faisait partie de son travail pour développer cette industrie du divertissement, faire venir des journalistes, faire une grosse communication de masse sur ça, en mettant en évidence des polémiques. Et évidemment, vous allez penser tout de suite aux fake news. C'est-à-dire que finalement, on peut penser que finalement c'est quelque chose de très très contemporain, mais on voit très bien qu'au travers de cet art de la démonstration historique, cette question, en fait, est une question très ancienne. La capacité à jouer sur l'ambiguïté et, disons, à brouiller les pistes, à faire de l'omission, était déjà très importante. C'est ça, puisqu'en fait, pour préciser ce que Barnum faisait, c'était de faire venir du monde en expliquant que lui, il n'apportait pas en fait de vérification scientifique et que le public allait se forger sa propre idée, à savoir si c'était réellement un cadavre de sirène ou non. Et c'est vrai que quand on lit ce livre, quand on lit ce passage du livre, on se demande si vous étudiez aussi les démonstrations sous le prisme de toutes les théories complotistes. Est-ce que les théories complotistes actuellement sont une forme assez implicite de démonstration Alors
ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on se rend compte que finalement, avec les réseaux sociaux notamment, c'est-à-dire que pour diffuser en masse des démonstrations, des individus, des petits groupes peuvent diffuser des démonstrations, des contre-démonstrations. Par exemple, des contre-démonstrations de l'existence d'armes de démonstration, d'armes de destruction massive pour Colin Powell, avec les parodies qu'on évoquait tout à l'heure. Mais du coup, il y a un renversement des structures du pouvoir. C'est-à-dire que non seulement les États peuvent diffuser en masse des démonstrations pour défendre des causes, défendre leur action, non seulement des grandes organisations peuvent le faire en jouant sur les journalistes, mais également des petites organisations peuvent avoir des publics très très larges. Et donc du coup, ça veut dire que effectivement, les démonstrations sont dans les mains d'un beaucoup plus grand nombre d'acteurs et que les luttes démonstratives vont s'effectuer entre des personnes qui sont entre des grosses entités, des individus, des petits groupes, des gros groupes, et que donc du coup la bataille va se jouer non pas par rapport à la taille des groupes ou leur puissance par rapport aux capacités de diffusion sur des médias traditionnels, mais vont se jouer vraiment sur la capacité à produire des démonstrations convaincantes. Et donc du coup, on comprend que effectivement, du coup, les règles du jeu changent. Et le type d'acteurs qui peuvent effectivement mettre en avant leur théorie et construire des démonstrations convaincantes à partir de bouts de choses, du coup, est beaucoup plus étendue. Et la place d'Internet, justement, dans les démonstrations publiques, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est juste de nouveaux théâtres de démonstration ou ça a changé profondément la façon de faire la démonstration? Et je pense notamment au rapport entre le démonstrateur et le démonstré. La frontière est peut-être parfois plus poreuse quand on regarde une vidéo sur YouTube que quand on assiste directement à un échange dans la vraie vie. Alors, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, on a des formes d'hybridation. C'est-à-dire que, par exemple, à l'image d'aujourd'hui, il y a une scène, il y a un échange, il y a quelque chose en présentiel, et en même temps, de plus en plus de démonstrations qui sont faites en présentiel sont conçues par rapport à leur diffusion sur Internet. Il y a aussi d'autres choses. Donc, du coup, les démonstrateurs pensent à la fois au public et aussi, qui est en présentiel, et pensent au public qui va faire l'objet de retransmission. Donc il y a beaucoup plus de vidéos, ce qui a plein d'avantages, parce qu'une vidéo d'une démo, quand vous avez des dispositifs expérimentaux, vous pouvez le préparer. S'il y a des bugs, ça peut se rectifier. De toute façon, les bugs, c'est intéressant parce que ça fait des bêtisiers. Des fois, ça génère plein de vues. Quand vous avez des démonstrations qui ne marchent pas, de jeux vidéo, etc., des fois, ça génère beaucoup plus de vues encore que des démonstrations réussies. Donc en fait, les démonstrations ratées peuvent être des démonstrations réussies, pour revenir à la même chose. Et aussi en termes d'outils, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'avoir des PowerPoint, le fait d'avoir des formats démonstratifs, va changer aussi la façon de concevoir des démonstrations, des déroulés, des scénarios, va avoir un impact sur la façon de concevoir d'autres types de démonstrations qui n'existent pas pour PowerPoint. Donc, il y a effectivement tous ces effets-là qui sont très importants. Peut-être pour conclure, pour une dernière question. Donc vous terminez en fait le livre vraiment sur la façon dont les démonstrations sont mobilisées par les artistes, notamment contemporains, pour présenter leurs œuvres et être assez parfois critique et d'apporter que la démonstration devient un vecteur justement critique face au reste des démonstrations. Est-ce que vous pouvez peut-être juste faire un point sur la place des démonstrations dans l'art actuellement et présenter le travail d'un artiste avec qui vous allez collaborer bientôt en juin prochain
et parler du projet aussi qu'on va soutenir au sein de l'Institut français sur la démo. Alors oui, tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est que les démos ont fait l'objet d'appropriation en art. Et là, pour le coup, on va pas faire comme beaucoup de démonstrateurs. L'art des démonstrateurs, c'est de dire la démonstration est bientôt terminée. Et souvent, ça permet d'amener les gens de long en long, mais ne vous inquiétez pas. Effectivement, là, c'est pas un fake. On va vraiment arriver à la fin de cet échange. Alors, effectivement, et là, j'en profite pour remercier l'Institut français et l'ambassade de France à Tel Aviv pour le soutien à un projet. On va avoir les 14 et 15 juin. On va essayer de montrer ce que c'est que la société de démonstration en faisant des démos. C'est-à-dire qu'avec des collègues qui sont à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris et des collègues de la chaire Arts et Sciences de l'École polytechnique, l'idée c'est de monter les 14 et 15 juin, alors le 14 juin à Tel Aviv et le 15 juin à Jérusalem, une série de performances, de démos, pour faire des démos, une œuvre d'art, et de montrer la société de démonstration, non pas, là, comme aujourd'hui, par les discours, mais vous montrer comment ça fonctionne en vrai. Et du coup, ce projet, alors, en fait, on a monté une petite équipe d'une dizaine de personnes qui est constituée d'artistes, de designers, de physiciens, d'historiens des sciences et des techniques, qui sont aussi spécialistes des mises en scène, et 3 ou 4 représentants vont venir à Tel Aviv. Donc, on vous, bien sûr, précisera les lieux, même si on a déjà bien avancé sur le projet. Ça sera à Tel Aviv et le lendemain à Jérusalem dans un accélérateur de start-up. Non pas un lieu contemporain, mais un véritable lieu qui est aussi en partenariat avec l'école d'art Bezalel, mais dans un vrai lieu de la Startup Nation, un lieu important. Et je voulais peut-être vous dire un mot juste sur peut-être un exemple de réalisation là, de mon collègue Samuel Bianchini, qui avait organisé une démonstration. Il avait appelé ça Discontrol Party à la Gaîté Lyrique à Paris, une dizaine d'années, qui consistait en la chose suivante. Il voulait critiquer la société de surveillance, c'est-à-dire la capacité des outils de surveillance à vraiment rentrer dans la vie des individus, et montrer que des individus, s'ils se regroupaient et agissaient collectivement, pouvaient désamorcer eux-mêmes, par leur corps, sans autre outil eux-mêmes technologiques, désamorcer la capacité de ces technologies à surveiller leurs faits et gestes. Donc c'est pour ça qu'il a intitulé ça un événement de non-contrôle, discontrol party, qui consistait dans la chose suivante. Il avait invité à la Gaîté Lyrique plein de monde à venir danser dans un espace dans lequel il y avait un centre de surveillance, vous voyez, avec plein d'ingénieurs qui avaient plein d'outils de surveillance de leur mouvement. Chaque personne qui rentrait devait porter des tas de choses, par exemple des outils, des bracelets RFID pour que leur trajectoire soit détectée. Il y avait des caméras de reconnaissance faciale, il y avait tout un ensemble d'outils de contrôle des mouvements. Et donc chacun venait. Alors au début, il y avait et toutes les personnes voyaient sur des écrans géants. Alors ils venaient danser, etc. Mais ils voyaient un peu comment leur trajectoire était suivie sur les écrans. Et le but du jeu, en quelque sorte, c'était pour eux de trouver les moyens collectivement de désamorcer ces technologies de traçage de leur mouvement.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, il y avait de plus en plus de monde qui venait, et puis les gens commençaient à devenir de plus en plus nombreux, ils étaient de plus en plus proches les uns des autres, ils s'embrassaient, ils dansaient ensemble, ils transpiraient, donc il y avait certaines technologies qui commençaient à plus bien fonctionner, et puis les capacités informatiques des machines commençaient à être dépassées parce qu'il y avait tellement de monde qui venait que le tout réuni, ils commençaient à arriver à avoir la possibilité de ne plus être tracés sur les écrans. Vous expliquez aussi que les gens sont de plus en plus libres et s'embrassent, ce qui fait qu'on n'arrive plus à détecter les mouvements individuels. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus les tracer, ils devenaient interchangeables, ils étaient tellement proches l'un de l'autre que ça désamorçait les capacités de traçage. Et donc, effectivement, c'est une démonstration qui a réussi de ce point de vue-là. Ils sont arrivés à démontrer que, voilà, par leurs actions, ils pouvaient désamorcer ces technologies de contrôle des mouvements. Voilà un exemple de démonstration. Donc on va voir je ne vais pas déflorer peut-être le contenu de ces démonstrations, il faudra que vous veniez, mais elles vont être bien entendu très spectaculaires. Merci beaucoup, Claude. Des questions du public? Oui, je pense que votre premier slide, je ne sais pas comment dire en français, si je me souviens bien, c'était sur un énorme mensonge pour l'Irak. On arrive, il y a plein de photos, plein de trucs, on arrive à démontrer en fait qu'il y a un arsenal qui n'existe pas. Et moi je viens du high-tech et j'ai fait des démos de produits qui n'existaient pas, donc on était spécialiste de ça, donc notre société était spécialiste de la fausse démo. Et est-ce que c'est un aspect que vous abordez? Parce que vraiment, pour moi, la démo, c'est du faussement, donc c'est pour les sceptiques, mais c'est du faussement, je ne sais pas comment dire, c'est de la fausse preuve, c'est une grosse manipulation, en fait. Alors tout à fait, ça fait partie des dimensions très importantes. Et il y a beaucoup de manipulations dans les démos. Et d'ailleurs, dans l'industrie high-tech, il y a une très longue tradition, puisque on a ce qu'on appelle les fumiciels, en français, ou vaporware products en anglais, c'est-à-dire des produits qui n'existent pas, dont on fait la démonstration. Il y a toute une tradition. Et vous savez, pendant un moment, je ne sais pas pour ceux qui ont connu ça, il y avait des assistants personnels qui ont fait l'objet de nombreuses démonstrations, et puis qui étaient quand même vendus dans le commerce, mais qui avaient des fonctionnalités très 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 limitées, comme assistants personnels qui n'étaient pas des très bons assistants personnels, disons, on va dire les choses comme ça. Et vous avez ça, et donc ça a été qualifié, c'est tellement important comme phénomène qu'il y a un terme qui a été créé pour ça, la notion de fumiciel, les logiciels qui sont des fumées, des fumées, et qui sont juste des démonstrations de produits qui n'existent pas, alors qui sont présentés comme des produits qui n'existent pas encore, mais qui sont des outils marketing. Et ça, voilà, vous avez même des témoignages, par exemple, Wagner et Cappucciotti, qui ont travaillé pour des grandes sociétés, qui ont écrit sur ça, comment ils fabriquaient des objets purement marketing à partir de démos d'objets qui n'existaient pas encore et qui n'ont pas forcément existé après. Alors après, est-ce que pour autant tout est manipulation? Ce qu'il y a, c'est que la démonstration, elle, c'est un objet neutre, d'une certaine façon. Elle se prête aux manipulations, parce que c'est des boîtes noires, donc on montre le fonctionnement de choses, mais elle se prête aussi, c'est pas la démonstration en tant que telle qui est fausse elle-même. Elle se prête à des manipulations, mais elle se prête aussi à des démonstrations, à des omissions, et puis à des choses très très subtiles. Ça peut être, par exemple, des choses qui fonctionnent relativement bien, mais pas complètement. Des omissions. Et tout l'art de la démonstration, c'est d'insister, d'attirer l'attention sur ce qui marche, d'inventer éventuellement des choses qui marchent, mais et de ne pas mettre en avant, on va dire les choses comme ça, les choses qui ne marchent pas encore.
des fonctionnalités qui restent à développer. Et le pari, c'est toujours la même chose. Dans le développement de produits, vous avez des tas de produits high-tech qui font l'objet de démonstrations, parce qu'il y a un moment où il faut lancer le produit, il faut faire une démonstration privée ou plus ou moins large, et il n'y a pas le choix, il faut le faire à un moment donné, et puis en espérant qu'ensuite les bugs vont être fixés, les choses vont être fixées. Donc il y a un décalage. C'est bien sûr des objets de manipulation, mais c'est aussi des choses qui peuvent faire l'objet de contre-démonstrations, des regards critiques. Donc les publics ne sont pas toujours, selon les situations, disons, désarmés par rapport aux démonstrations. Certains peuvent être des spécialistes dans la salle et proposer des démonstrations, des contre-démonstrations fulgurantes, parce qu'ils ont repéré des indices et dire « Ah, mais attention, vous posez la bonne question », et montrer pourquoi la démonstration ne fonctionne pas, et faire tomber le château de cartes. Voilà, donc voilà, c'est tout à fait exact. Hein. Quelqu'un vous a une question? Merci pour votre présentation. J'avais une question relative à un sujet qui pourrait paraître plus large, et je voudrais savoir comment votre propos peut s'inscrire dans ce sujet, qui est celui des consciences des populations. Comment elles évoluent et comment on pourrait cerner ce qui contribue à cette évolution. Je pense en particulier à l'écologie, par exemple, aussi au sentiment de liberté qu'on voit se développer dans les pays arabes et en ce moment en Iran. Est-ce qu'on a des éléments d'études sur ça, et est-ce que c'est possible d'en faire, parce que c'est quand même très flou et très vague. Merci. Alors, tout à fait. Alors, peut-être une façon de répondre, c'est que, en fait, c'est vrai que une des choses les plus visibles et tout à fait intéressantes qui est faisable d'étudier, ce sont par exemple effectivement les effets des usages dans les réseaux sociaux. Par exemple, une manifestation, vous voyez que le fait de diffuser des images sur les réseaux sociaux, ou de diffuser certaines images devant des publics très larges, va influer très fortement sur, disons, les perceptions de situations politiques, de valeurs. Donc, par exemple, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Parce que en jouant sur des effets de cadrage, vous avez eh bien, de plus en plus de personnes qui vont, par exemple, vont dire voilà, il y a une très grande manifestation, ils vont être très peu, mais par un effet de cadrage, ils vont montrer les effets. À l'inverse, vous avez des façons de filmer des foules qui peuvent insister sur la raison. Donc vous pouvez très très bien, effectivement, on voit une multiplication des choses qui ne passent pas par les radios d'État ou des télés privées ou des médias contrôlés par des gouvernements, et vous avez effectivement la possibilité d'agir sur la perception du fonctionnement du gouvernement. Et ça, c'est pas très... Finalement, il y a des prises vraiment pour mener l'enquête. C'est-à-dire que vous pouvez comparer ce qui se passe, voir les effets, parce que en général, c'est ça qui est intéressant aussi avec les réseaux sociaux, c'est comment vous objectivez les réactions des publics aux démonstrations. Ben, ce qui se passe, moi, ce qui m'a tout à fait intéressé, c'est de faire des ethnographies, des observations en 4 dimensions. C'est-à-dire, souvent, je suis dans une salle, et puis vous avez une démonstration qui a lieu, dans un grand espace, et puis bon, bah, vous voyez les réactions des publics, vous voyez les visages. Mais qu'est-ce que vous en tirez vraiment? C'est pas très facile à interpréter. Par contre, au même moment, vous avez des tas de personnes qui tweetent et qui envoient des messages, qui disent « Ah, mais ce qui se passe, c'est scandaleux ». Ou d'autres qui vont dire « Ah, c'est vraiment... je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, hein. C'est tout à fait ça ». Donc ça veut dire qu'on peut regarder, si on regarde l'historique des tweets qui restent là,
sur certains sites, on peut observer les réactions des publics dans leur diversité. Un des grands classiques de la sociologie au XIXe siècle, c'était de parler de l'effervescence collective. De dire que quand il y a des grands événements, des grandes cérémonies, de dire que tout le monde a une grande effervescence, il se passe quelque chose. Le fait que tout le monde soit réuni dans la même salle ou dans le même lieu fait que tout le monde est pris du même sentiment, etc. Mais ça marchait à partir du moment où on ne regardait pas les réactions individuelles, où on n'interviewait pas les personnes dans leur individualité. Certains qui disaient oh là là, qui feignaient l'enthousiasme, ou d'autres qui étaient critiques, ou qui fronçaient les sourcils, qui n'étaient pas du tout d'accord. C'est facile d'uniformiser les réactions des publics. Et quand vous avez par exemple des outils comme Twitter, et que vous regardez quelles sont les réactions exprimées, qui sont des réactions publiques, c'est pas n'importe quelle type de réaction, c'est des réactions disons, à une situation pour un public donné, oui, imaginé. Et bien là, vous pouvez regarder quelles sont la diversité des réactions. Voilà, ça emporté l'enthousiasme, affiché, d'autres sont complètement critiques. Et là, vous pouvez commencer à voir vraiment les effets des démonstrations sur les personnes, leurs réactions par rapport à leur vécu, ce qu'ils connaissaient, plein de variables. Et on peut effectivement arriver, ça fait partie des outils d'objectivation, pour voir assez finement, et on peut faire des études, quand il y a des grands échantillons, on peut faire des études, par exemple, de mots-clés, de regarder les réactions. On peut prendre des logiciels qui vont analyser les discours qui ont été publiés sur Twitter pour essayer de segmenter les populations, les réactions, les effets. Quels sont leurs a priori qui font qu'ils jugent une démonstration comme étant telle et telle. Et donc il y a vraiment, grâce aux humanités, ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités numériques, c'est-à-dire tous les outils pour analyser des tas de données qui sont publiées sur Internet, on peut effectivement essayer de cerner comment se forgent les opinions, comment se forgent les consciences, donner un sens à la notion de conscience, et voilà, et construire tout ça. Donc ça devient vraiment très intéressant. S'il n'y a pas d'autres questions, on remercie encore une fois Claude pour cette intervention et on a hâte aussi de connaître vos publications prochaines à venir. Je crois sur la société de démonstration, vous allez développer d'autres tomes dans d'autres secteurs. Tout à fait, c'est comme dans les bonnes séries, il faut plusieurs épisodes, plusieurs sessions. Et voilà, mais j'espère qu'en tout cas, merci, un grand merci Camille, un grand merci à l'Institut français pour cette invitation. Un grand merci à vous, vous êtes déplacés. Vous avez fait le pari, c'est peut-être que c'était un sujet très ésotérique et j'espère vous avoir convaincu que c'était un sujet très intéressant. Et encore une fois, soyez les bienvenus pour les prochaines sessions, que vous soyez à Tel Aviv, à Jérusalem et d'autres événements. Suivez l'actualité de l'Institut français.